Et bonjour, bienvenue donc sur ce live de 3A ABP pour accueillir Nour Kadour, jeune auteur montpelliéraine, et Guillaume Giboulot des éditions Hello Éditions. Donc on va attaquer ce live tout de suite en espérant que c'est le deuxième essai puisqu'on avait un Larsen qui était un petit peu désagréable pour nos auditeurs. Alors Nour, je t'affiche, ok. Et il y a Guillaume aussi qui va être présent parmi nous. Donc rapidement, le temps que Guillaume arrive, alors moi je suis Pascal Battistelli, je suis auteure, je travaille dans la gestion administrative et j'ai créé il y a 1 an et demi, 2 ans, ma micro-société d'accompagnement auteurs et particuliers dans leur projet d'écriture en cumul d'activités. Voilà, donc est-ce que Guillaume, est-ce que tu veux venir avec nous? Mais oui, bien sûr, excusez-moi, hop, lancer un direct avec Hello. C'est magnifique. Pour le son, hein, je pense. Oui, non? Le son est meilleur. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, pour les 7 personnes qui sont... Ah, j'ai l'impression que de nouveau, il y a un petit Larsen. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça repart? Ça va, pour moi, c'est bien. Moi, ça paraît pas mal aussi. Nour, parle pour voir. Pour moi, c'est bon aussi. Je crois que ça vient de chez toi, Nour. Ah, alors attendez, j'essaie de voir. Là, est-ce que c'est mieux? Là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ok, ça marche. Bon, parfait. Alors, parfait. Alors, du coup, Guillaume, comme maintenant tu es l'éditeur de Nour, et alors t'es pas son papa, mais tu vas être son papa d'écriture. Du coup, je vais te demander de présenter Nour. Alors, c'est pas forcément la tâche la plus simple que tu me confies pour un samedi, pour bien commencer le week-end. Nour, c'est l'une des auteurs des éditions Hello. Oui. Et finalement, qu'est-ce que c'est aussi les éditions Hello? Comme ça, je m'introduis, comme j'en ai pas eu l'occasion encore. Les éditions Hello, c'est une maison d'édition parisienne, alors qui évolue un petit peu partout en France, pas que sur Paris, mais qui a minima à son siège sur Paris, et qui a pour une dimension déjà humaine, on en reparlera évidemment après, qui a pour but d'accompagner les primo-romanciers, les premiers auteurs en fait, pas que, les auteurs qui ont déjà connu l'édition également, dans une aventure littéraire nouvelle et qui reste sans pareil. Et donc nous, on fait partie de ces auteurs qui, avec l'âme du luthier, pour reprendre le titre de ce magnifique roman dont on aura l'occasion de donner quelques pistes déjà de lecture pour donner envie et goût à la lecture, nous a rejoint et c'est un très 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 beau projet. D'ailleurs, vraiment 2 mots là-dessus, comme ça je pourrais après vite me ranger et laisser peut-être à nous expliquer qu'est-ce que c'est l'âme du luthier. Mais en tout cas, c'est vraiment un très 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 beau projet que vous retrouverez, vous, aux collections Blue, distribué par Hachette dans à peu près 1 mois ou 2. Vous retrouverez un petit peu partout en librairie, que vous retrouverez également sur tous les marketplaces, les fameux sites marchands, Amazon, Cultura, des sites du Nord. On pourra encore une fois y revenir, mais voilà, en tout cas, des collections Blue, des éditions Hello, et une auteure montpelliéraine pour la transition. Voilà, en 2 mots, qui est Nour chez les éditions Hello. Alors, Nour, pour te compléter, Guillaume, donc Nour, elle est poète au départ, elle est peintre aussi, parce qu'elle fait de la peinture, et tu es d'origine syrienne. Donc, il faut quand même faire une petite référence à ton métier, parce que tu es quand même médecin nucléaire à Montpellier. Et donc, tu es très engagé donc, dans la poésie, et donc tu as d'ailleurs même remporté, avec une mention spéciale du jury, le concours international de la poésie en 2014. C'est ça? Oui, tout à fait, dans la catégorie étudiants de France. Oui. Et tu contribues à plusieurs revues littéraires et artistiques. Et donc, L'âme du luthier, c'est ton premier roman. Dans les revues littéraires, quelles sont tes contributions et quelles sont les revues auxquelles tu participes? Alors, j'ai participé à la revue Débridé, qui réunit un collectif de poètes et d'artistes de partout dans le monde. C'était une revue internationale sous la forme d'un poème. J'ai ensuite participé, là, juste fin cette année, je viens de participer à une anthologie des Voix de l'extrême. C'est une anthologie qui réunit également des poètes internationaux et dont le thème là, de l'année était le thème éphémère qui est le thème de la poésie cette année. Okay. J'ai participé aussi à une revue qui s'appelle, qui est la revue de la librairie montpelliéraine Ombangui.
et qui vient de sortir, donc qui va sortir une revue trimestrielle. Et donc, j'ai participé à cette revue avec une nouvelle intitulée L'intermède du tam-tam. Oui, qui est la librairie Obongui de Marcel Camille, qui Voilà, est tout à fait. auteur et poète, plutôt sur une rubrique assez engagée. Voilà. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a mis en contact avec Pascal, pour la petite histoire. Alors, l'âme du litier, je vais lire ma petite fiche. Hein. Moi, je l'ai lu, c'est plutôt pas mal le livre. Donc, je ne spoilerai personne. Alors, juste, on va quand même faire la quatrième de couve. Hein. Yael, qui est fils unique du célèbre luthier du Moyen-Orient. Et il vit à Maoula. Est-ce que je le prononce bien? C'est Maloula, oui, tout à fait. Maoula, ouais, Maoula, d'accord. Dans un village de Syrie, niché dans la montagne, et son père souhaite qu'il reprenne l'atelier de lutherie, sauf que lui, il n'a pas les mêmes projets, hein, en fait. Hein. Lui, il a des rêves, et son rêve, c'est de devenir écrivain. Voilà. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de partir en France. Il lâche tout. Et il part dans ce grand inconnu qu'est la France. Il va, et je dis pas après ce qui se passe, s'il va. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau périple, c'est un beau parcours initiatique de vie. Et à travers ça, tu abordes d'ailleurs plusieurs thèmes. Hein. Tu abordes notamment le thème de la guerre, hein, qui est omniprésent, la relation père-fils et la relation avec la mère et les grands-parents. Tout à fait. Et puis, on a aussi toutes les saveurs, tout ce qui est olfactif, puisqu'il y a beaucoup de, tu travailles beaucoup, avec beaucoup de poésie d'ailleurs sur tes textes, sur tous les sens et toute la richesse des saveurs en fait, hein, que ce soit olfactif ou dégustatif. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé Oui, c'est très bien résumé. Sans trop spoiler. Oui, hein. complètement. Voilà. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que tu ressentais le fait d'être édité? Alors, le fait d'être édité, c'est vraiment un rêve d'enfant pour moi qui devient réalité. Et du coup, je remercie la maison d'édition Hello d'avoir contribué à réaliser mon rêve. Je suis passionnée de littérature et d'écriture depuis que je suis petite. Et c'est vrai que c'était un rêve d'enfant vraiment de publier un roman. Et donc voilà, je suis toute excitée comme une enfant à l'idée de sortir mon premier roman. Je voulais savoir, qu'est-ce qui a insufflé l'émergence de ce livre, de cette thématique? Alors, c'est vrai que vu que je suis passionnée de littérature depuis vraiment petite, je me suis rendu compte en lisant que l'auteur avait ce pouvoir-là d'offrir aux gens un voyage ou de les faire rêver, mais aussi également de leur apporter un regard qui va être différent sur le monde. Et je me suis rendu compte que grâce à ce pouvoir-là de l'auteur, en fait, les choses pouvaient indirectement changer, c'est-à-dire sans forcément pousser le lecteur à adhérer à ce qu'il présente dans son livre, mais au moins pousser le lecteur à analyser, à essayer de comprendre. Et c'est ça vraiment qui m'a motivée en fait à écrire pour partager ce que j'écris. Après, depuis 2-3 ans, j'avais l'idée d'un roman parce que j'écrivais surtout donc des poèmes et des nouvelles. Et c'est vrai que la nouvelle, j'aimais beaucoup ça comme style parce que on mettait en place directement une intrigue avec des personnages et rapidement, il y avait toute une histoire qui se passait. Mais il y avait ce côté frustrant de la nouvelle. Vous m'entendez bien? Oui. Je dis. Il y a un peu de la. Ah. Nour, reviens. Oui. Ah. On t'aime. Vous m'entendez ou pas? Oui. Là, c'est bon. Il y avait beaucoup de Larsen. Ah mince. Là, c'est bon. Ok, pardon. Donc là, c'est bon. Je vais essayer de bien tenir le téléphone. Là, c'est bon. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, que j'avais depuis plusieurs années envie d'écrire un roman parce que dans la nouvelle, il y a ce côté frustrant où on n'entre pas dans la psychologie des personnages, on suit un personnage. Et donc, j'avais envie d'écrire un roman et je savais que je voulais écrire un livre qui abordait la Syrie et la France en parallèle parce que
je pensais qu'il était important pour moi, en tant que, au vu de mes origines syriennes, de faire connaître au monde la Syrie, la culture orientale, qui est une culture qui est très riche. Moi, j'ai moi-même vécu dans cette double culture qui est vraiment une richesse. Et c'est vrai que les gens actuellement, malheureusement, connaissent la Syrie plus à cause du conflit politique actuellement. Et j'avais envie, en fait, enfin, nourrir une certaine forme d'engagement, hein, pour faire découvrir au monde la Syrie d'une autre façon. Alors, j'avais une autre question. Ton livre, il est empreint de poésie. Tu as l'âme d'un poète. La poésie dans ton quotidien scientifique, c'est essentiel? C'est une très belle question. Alors, pour moi, la poésie, c'est vraiment essentiel. C'est comme même une philosophie, en fait, de vie au quotidien. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi, je pense vraiment qu'on est tous poètes. La différence qui va faire qu'on arrive jusqu'au bout des choses, c'est que la poésie, pour moi, c'est simplement, en fait, voir le monde qui nous entoure, prêter attention aux choses qui vont nous entourer, leur donner de l'importance, hein. Ça peut être une importance qui va être positive en nous, une chose négative, mais en fait, accorder de l'importance à ce qui nous entoure. Et pour moi, la poésie, l'écriture de la poésie, c'est que l'aboutissement, en fait, de toute cette réflexion qu'il y a derrière. Mais je pense qu'en soi, on est vraiment tous des poètes. Et la force de la poésie, vraiment, c'est que elle va pas changer le monde directement, mais elle va changer notre rapport au monde. Et à travers notre rapport au monde, c'est justement nous qui allons percevoir les choses différemment et indirectement qui allons changer notre perception du monde et du coup changer le monde. Ok, ben, merci. Guillaume, Moi, j'allais compléter, j'allais dire qu'effectivement, c'est de la légèreté, c'est de la simplicité, c'est de la gaieté dans un monde qui n'est pas toujours très calme, toujours très doux non plus, qui est très masqué, hein, pour faire une complexité. Et ça fait du bien de pouvoir s'évader vers un voyage épistolaire et poétique. Donc, bien sûr, je complète assez aisément ce que dit Nour. Est-ce qu'on est tous poètes? Là, je dirais peut-être pas jusque-là, parce que moi, finalement, j'aurais pas l'ambition de mettre sur papier les quelques poèmes que je saurais faire. C'est vrai qu'on a tous l'âme, évidemment, d'un poète, en tout cas de ce qu'on peut ressentir, ça c'est clair. Je suis d'accord. en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui se connaissent, qui nous regardent et qui nous suivent. Merci beaucoup donc, j'ai pas tous les noms qui s'affichent, mais merci d'être là et de nous regarder. Alors, pareil, la place de la peinture, nous, dans ta vie, à travers ton art, c'est une place importante, la peinture aussi, hein. C'est une forme peinture, oui, exactement. La peinture, elle est aussi, elle est complémentaire à la poésie. Elle est aussi l'aboutissement de la poésie. En fait, là où les mots ne peuvent plus aller, ben alors on laisse place aux sensations, aux couleurs, à l'énergie qui nous entoure. Et pour moi, les deux, en fait, sont vraiment deux choses complémentaires et qui ont le même objectif, mais qui vont utiliser des voies différentes pour s'exprimer. Là, c'est bon? Oui, ouais. Vous m'entendez bien. Je ne sais pas pourquoi des fois j'essaie de le tenir, mais ça harcèle un peu, ouais. Oui, et voilà. La peinture va laisser place aussi à la même chose, hein, aux sensations, à l'interprétation. Donc c'est vraiment le même processus pour moi que l'écriture, mais qui va emprunter une voie différente. D'ailleurs, j'accompagne justement chacun de mes tableaux d'un court poème et l'objectif c'est que soit de lire le poème qui va lui-même nous inspirer peut-être le tableau, ou à l'inverse d'abord de peindre quelque chose qui va nous inspirer un court poème par la suite. Tu as d'ailleurs exposé à la librairie Scrupule, hein, cet hiver avec tes textes. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai exposé mes tableaux à la librairie Scrupule, une librairie montpelliéraine qui est associative, tenue par des bénévoles. Une librairie qui me tient beaucoup à cœur, pour laquelle je participe régulièrement, parce que cette librairie a une très très belle âme. Elle est tenue par des gens très très bienveillants. Et en fait, c'est une librairie qui, d'une part, donc, a le côté librairie où on peut acheter des livres. Et de l'autre côté, il y a le côté librairie où on peut emprunter des livres. Mais aussi, il y a des activités qui sont organisées régulièrement dans cette librairie, notamment les scènes ouvertes de poésie, le dernier vendredi de chaque mois, à laquelle je participe personnellement, et avec tous mes amis poètes de l'association montpelliéraine qu'on a créée de littérature et de poésie, l'apostrophe, justement. Il y a également des ateliers d'écriture dans cette librairie. Il y a beaucoup de choses
passe, C'est hein, des vrai, ateliers ouais, collage. ouais, c'est très très intéressant. Et il y a pareil un ciné-club sur l'Afrique un vendredi par mois. Il y a les ateliers d'écriture tous les 3 premiers samedis du mois qui sont animés par Pascal. Vraiment, c'est une librairie qui est et c'est à chaque fois une découverte parce que les soirées peuvent être sont vraiment complètement différentes. Ça peut parler d'écriture, enfin, de musique, de cinéma. C'est vraiment très très c'est un très bel endroit à Montpellier que j'affectionne beaucoup. Et d'ailleurs, on D'ailleurs, va organiser c'est là où tu vas faire le lancement du livre. Alors, voilà, Guillaume, tout à fait. tu seras présent, mais c'est là qu'il y aura le lancement du livre qui va être fait le 5 février Mm. à 19h. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent venir précommander leur livre, ils pourront venir le chercher à ce moment-là. Mm. Voilà. Après, donc, je voulais quand même qu'on aborde, et donc là, Guillaume va intervenir, hein, c'est-à-dire qu'on va parler de la maison d'édition. C'est moi qui l'a fait? Non? Non, C'est bon? ça a l'air de fonctionner. Ok. Mm. Donc, je voulais parler de tout ce travail de relecture, de réécriture, de ton processus en fait de création, Nour. Comment tu écris? Est-ce que tu écris un peu partout? Est-ce que tu écris au calme, en musique? Quels sont tes rituels d'écriture? Alors, c'est drôle parce que en fonction de ce que j'écris, ça va pas du tout être la même chose. Donc, pour la poésie, c'est quelque chose qui va arriver instantanément et sur laquelle je peux écrire sur tout support. Si je suis devant un ordinateur, je vais l'écrire sur l'ordinateur. Si j'ai un cahier dans les mains, je vais l'écrire sur un cahier, sur mon téléphone. Pour le roman, c'était un processus qui était complètement différent. Déjà, en fait, je m'étais conditionnée parce que je savais que je voulais écrire quelque chose. J'avais l'idée qui était là. Il me manquait vraiment l'espace et le temps pour aboutir à ça. Donc, j'ai commencé par prendre 15 jours de vacances l'an dernier où en fait je me suis lancée dans ce processus de création. Donc mon petit rituel, c'est marrant, mon petit rituel en fait c'était le matin quand je me réveille, donc je prenais mon déjeuner tranquillement et après j'allais marcher 3/4 d'heure, 1 heure au bord du Lez. Donc le Lez, au bord du Lez, c'est une rivière qu'on a à Montpellier, au plus près de la nature et en fait durant cette marche, c'est vrai que ça stimulait ma créativité. Donc tous les matins, je marchais, puis quand je rentrais, j'allais sur l'ordinateur et je commençais à écrire. Donc au début, c'est comme tout, hein. D'ailleurs, Guillaume, si tu viens à Montpellier, on te fera découvrir les bords du Lez. Oui, Et tout à fait. tu viendras avec un petit cahier et avec nous, on te fera un petit atelier d'écriture. Écoute, regarde, j'ai croisé les doigts, juste que la météo sera clémente, ne serait-ce que pour le. Ça fait plaisir. Grand plaisir. Donc tous les matins, tu allais marcher et après tu te remettais devant ton ordinateur, thé, café, biscuits, chocolat. Thé, ouais, thé, du thé. Et en fait, bon, ça c'est un message pour ceux qui veulent écrire et ne se sont jamais lancés. Vraiment, en fait, au début, ça va être difficile. Mais c'est comme tout, hein. Au début, c'est difficile. On a du mal à se motiver, on a du mal à se lancer. Mais après, au fur et à mesure, quand on commence à le faire, donc au début, les premiers jours, effectivement, on est devant l'ordi, on ne sait pas ce qu'on va écrire, on ne sait pas par où commencer, on se dit que c'est nul. Donc, il faut vraiment laisser libre cours à ce qui nous vient. Et en fait, au fur et à mesure, moi-même, au fur et à mesure des jours, durant ces 15 jours, j'ai remarqué que plus facilement, les choses arrivaient plus facilement. C'est vraiment comme un exercice. Donc, au début, c'est difficile et après, quand on s'y met de façon régulière, ça se fait automatiquement. Donc, durant ces 15 premiers jours vraiment consacrés à l'écriture, j'avais déjà pas mal avancé sur le roman. J'avais écrit, je pense, les 3/4 du roman, déjà en 15 jours à peu près. Et après, en fait, tout s'est peaufiné sur les 2-3 mois qui ont suivi, où là, en rentrant du travail, c'était devenu vraiment en fait un plaisir, un petit rituel, un moment où je me retrouvais avec mes personnages. Et là, j'allais directement pour écrire, quoi. Donc, le roman, on me demande souvent combien de temps je l'ai écrit. J'ai dû mettre 3-4 mois en tout, mis bout à bout, pour l'écrire. Mais il y a vraiment ces 15 jours-là qui ont été consacrés à l'écriture, qui m'ont énormément aidé à vraiment commencer. Ok. C'est bien, hein. C'est ça en fait, ça correspond à un plein temps d'écriture, hein, parce que oui, exactement. Un métier à côté, on dit, on a écrit notre livre en 1 an, mais c'est 1 an où c'est des demi-journées d'écriture. Voilà, donc, exactement, c'est pas la même chose. Tout à fait. Ça fait effectivement 4 mois. Françoise Sagan a écrit un livre en 2 mois d'ailleurs. Hein. D'accord. Ah, Le premier livre, Bonjour Tristesse, elle l'avait écrit en 2 mois l'été. D'accord. Ah, Ça a dû la peine, là, je crois. Ouais.
Guillaume, du coup, moi, je voulais quand même qu'on se présente et qu'on présente donc, la maison d'édition Hello Édition et de savoir comment toi, tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a amené au métier d'éditeur? Bonne question, franchement. Et regarde, je vais vous donner une réponse qui n'est pas du tout, qui est pas traditionnelle du tout, puisque moi, je n'ai, on va dire, absolument aucun bagage littéraire, si on en suit les codes. Ouais, je crois que c'est peut-être le coup du sort, le coup du destin. En fait, en 2018, je suis dans une petite entité juridique qui apporte du conseil en matière de contrat, notamment sur le code de la propriété intellectuelle. Et on a Ouais. clients, on fait des déplacements du coup chez des, pas forcément des auteurs, mais chez des personnes qui du coup sont assimilées à de la propriété industrielle et intellectuelle. Et puis je fais la rencontre d'une première auteure qui me raconte un petit peu ses mésaventures avec son éditeur, qui me raconte un petit peu les difficultés qu'elle ressent et dont elle me fait part à ce moment-là. Et puis, comme si c'était le destin qui rappelle un petit peu les sorts et qui rapproche les aimants, je me dis, bon, bah, c'est dommage d'un projet comme celui-ci que j'avais lu, puisque j'ai toujours été, moi, passionné de lecture, aussi cinéphile. Les deux, c'est vrai que je trouve que ça se complète plutôt pas mal. Et donc, forcément, je me dis, bah, tiens, je vais jouer au jeu, je vais lire le livre, et puis je vais le critiquer, mais de façon très bienveillante à ce moment-là. Et puis, je me dis, bon, on va tester ça. Et donc, en 2018, je lis le livre on se met ensemble, on commence à se dire, bah oui, il est plutôt sympa, hein, c'était une romance jeunesse. Ça, c'est dommage qu'il ait plus de vie, parce qu'on avait pu récupérer les droits, et on se dit, c'est dommage qu'il soit là en train de prendre la poussière sur une bibliothèque qui n'est juste que la nôtre, hein, et qu'il est chez aucun autre lecteur. Donc on dit, c'est dommage. À partir de ce constat-là, on se dit, bon, il faut lui donner vie, il faut donc l'éditer, il faut le publier. Et finalement, je ne sais pas si c'est en autodidacte qu'on apprend à faire ce genre de choses. En tout cas, c'est avec pas mal de recherche et pas mal de travail en amont de voilà, préparatif que je me fais toutes les étapes de la conception, que je regarde et que j'analyse un petit peu comment ça fonctionne réellement. Je prends contact avec des éditeurs et des éditrices qui sont extrêmement réceptifs, enfin, qui sont très réceptifs, qui m'expliquent un petit peu le métier, qui m'expliquent un petit peu les modalités, la déontologie, voilà, quelles sont les bonnes pratiques, comment ça fonctionne. Et puis, je tombe amoureux du métier. Je tombe amoureux du métier. Je me dis, bon, dans la vie, je crois qu'il faut bien s'entourer. Je suis ni illustrateur, je suis ni correcteur non plus, et encore pas distributeur, diffuseur. Donc, je me dis, bon, il va falloir faire une petite équipe. Il faut assembler 4-5 personnes pour aller faire une énergie comme ça. D'autant que tous nos auteurs nous véhiculent une énergie qui est forte. Donc, je me dis, bon, il faut trouver des personnes qui sont un peu comme moi, un peu comme l'auteur, c'est-à-dire qui sont capables de capter ça et de le transmettre au lecteur. Et puis du coup, je crois que la vie est quand même bien faite. C'est pour ça que je parle de destin. Je fais la rencontre d'un premier illustrateur qui aujourd'hui travaille sur de l'art à Dubaï. Enfin bref, qui s'est pas mal émancipé. En termes de correction, je fais la rencontre de correcteurs et de biographes professionnels très rapidement. Donc c'est vrai que humainement, ça se passe plutôt bien. On lance le premier projet et en l'équivalent de 6 mois, on fait à peu près 800 ventes, ce qui me dit c'est peut-être intéressant. Et à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu continues le métier que tu fais qui ne te plaît pas forcément ou est-ce que du coup, tu te lances dans cette aventure éditoriale? Pareil, toujours dans une dynamique conseil, humaine, relationnelle qui est très importante. Et aujourd'hui, les éditions Hello, donc depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est 97 projets, pour être tout à fait précis. C'est aujourd'hui 8 collections. Alors, on pourra revenir après si tu veux, enfin, si vous On voulez. va parler des collections après, oui. Voilà, mais en tout cas, c'est 8 collections. C'est le concours de 8 activités littéraires qui viennent se conjuguer tout ensemble pour répondre aux lecteurs. Et donc voilà, donc finalement, la réponse à la question, c'est que je pars d'un bagage, on va dire, un peu juridique, un peu financier également. Et puis, je me retrouve dans un monde qui est extrêmement littéraire. Par contre, après, qui a une dimension business aussi qui est importante. Donc finalement, c'était une façon de s'y retrouver. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement ton profil, puisque on peut être éditeur, mais ce qui est intéressant, c'est toute la dimension juridico-pratique qu'il y a derrière et le respect des droits d'auteur, de toutes les obligations à la fois de l'éditeur et du libraire, enfin il y a le distributeur, il y a quand même beaucoup de choses dans le milieu d'édition. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des modules à la fin des métiers d'édition qui sont proposés. Et donc ça, c'est bien c'est d'avoir ce bagage-là juridique et financier parce que ça donne des bases solides pour le métier. Et après, même si c'est un côté qui est quand même très littéraire, le métier d'éditeur, c'est quand même du juridico-pratique. Ouais, absolument.
Ouais, tout à fait. C'est ça, et puis c'est un peu de chiffres. Moi, j'aime bien dire des chiffres et des lettres pour en reprendre ce qu'on connaît classiquement à la télé. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est une combinaison, c'est une cohabitation déjà des lettres dans un premier moment, mais après, on va parler chiffres, ça va être des gros partenariats. Je pourrais peut-être, moi, faire une parenthèse sur l'activité de la maison pour parler notamment de ces Oui, bien sûr, partenariats. tout à fait. Bien Et sûr, le oui. parallèle, il est finalement très étroit avec l'âme du luthier, avec le projet de Nour, puisque tout ça, finalement, vient se structurer autour d'un seul et même projet qui est compté par l'auteur. Donc, non, mais je suis absolument d'accord. Ouais. C'est bien d'avoir ça. Le cas échéant, on peut ne pas l'avoir et on peut se former sur le tas, mais c'est bien d'avoir quand même un diplôme peut-être juridique un peu en qualité de juriste, et de maîtriser également les chiffres, parce que une maison reste une société. Donc après, il y a aussi toute cette Tout à dimension fait. de structuration de la boîte, de gérer ses marges. Il y a un discours qui peut-être plaira moins aux littéraires qui nous suivent là connectés, mais voilà, un discours qui reste quand même assez objectif et transparent sur ce que c'est le métier d'édition aujourd'hui. Mais après, je pense que c'est une réalité du métier d'éditeur. Et il ne faut pas la négliger de toute façon, puisque éditeur, c'est quand même un métier. Donc, qui dit métier dit gagner sa vie aussi, Tout à fait. tout en œuvrant à la promotion des auteurs et des primo-édités. Tout à fait. Donc, Ouais. je trouve qu'il y a un bon équilibre à trouver parmi tout ça. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément de difficultés. Bon, après, il y a la lecture du papier en ce moment particulièrement, mais il y a quand même beaucoup de difficultés pour être édité à compte d'éditeur. Et je trouve que le projet de support, il est intéressant. Bah, écoute, si moi je prêche un convaincu, comme on dit, mais c'est tout à fait ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, ton diffuseur, toi, tu as un diffuseur, tu avais un diffuseur et où tu es en train d'en changer. Alors, pour expliquer à celles et ceux qui nous suivent, en fait, parce que je ne sais pas si on est tous aussi calés sur ce niveau-là, grosso modo, dans l'édition, il y a l'éditeur, donc on va peut-être commencer dans l'ordre, il y a les auteurs dans un premier moment. Ensuite, il y a les maisons d'édition. Alors, plusieurs façons de se faire éditer. Soit on peut payer, on s'auto-édite ou à compte d'auteur, ou alors on arrive à séduire un comité de lecture, ce qui est le cas des éditions Hello, et à ce moment-là, c'est l'éditeur qui s'occupe de piloter aux côtés de l'auteur le projet, de le concevoir, c'est-à-dire de créer la couverture, de créer finalement le bloc intérieur et toutes les corrections qui vont venir se segmenter autour de ça, et puis naturellement de le promouvoir. Ça, c'est le plus important, c'est derrière de le promouvoir. Et donc pour le promouvoir, il y a des métiers qu'on appelle les métiers de diffuseurs, qui sont des entités qui ont pour but de promouvoir le catalogue dans les espaces culturels, dans les librairies indépendantes et auprès finalement de tous les espaces de vente. Très souvent, la réponse à la question, c'est de dire qu'un petit éditeur indépendant, il est autodiffusé, ce qui veut dire qu'il gère lui-même sa promotion. Et puis, il y a peut-être un dernier credo sur lequel on peut s'asseoir, c'est la distribution. C'est aujourd'hui, pareil, un autre cœur de métier qui, lui, va gérer la distribution, c'est-à-dire l'envoi d'un livre d'un point A à un point B. Donc finalement, il y a 4 acteurs vraiment, on va dire, sur la chaîne du livre, sans parler des libraires et de toutes ces personnes qui commercialisent le livre et qui vont vraiment se nourrir du livre. Et effectivement, nous, pour reprendre l'actualité des éditions Hello, on vient tout juste, et ça date d'hier matin pour cette histoire, un partenariat de diffusion-distribution avec le groupe Hachette. Et on fait partie des éditeurs du groupe Hachette tiers, c'est-à-dire indépendants, qui gardent son indépendance parmi les 170 maisons qui, du coup, suivent déjà ce créneau-là. Donc, on est désormais, alors, tout à fait, pour être précis, dans 60 jours, vous retrouverez le catalogue notamment et l'âme du luthier de Nour via le catalogue entre guillemets Hachette de commandes. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, voilà pour la petite nouveauté. Donc, effectivement, on est diffusé et distribué par le groupe Hachette, même si on reste nous-mêmes les premiers ambassadeurs de la promotion de nos auteurs. Ben super. Alors, je regardais dans les petites, il y a des personnes qui posent des questions. Alors, je remonte un petit peu. Réjeanne demandait au total combien y a-t-il de personnes dans l'équipe? L'équipe, c'est alors une équipe dans une maison d'édition. L'avantage, c'est que elle est un peu flex office, pour en reprendre les termes. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment se mettre à jour assez rapidement. En fixe, on a 5 personnes dans l'équipe. Entre la partie conception graphique et puis la partie conception, on va dire, corrective, plus les deux, on va dire qu'on est 2 éditeurs qui gérons, nous, la promotion et qui gérons finalement, qui pilotons les projets. Après, comme je dis, c'est du flex office, c'est-à-dire que on peut faire appel à des freelances, on peut faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans un style bien particulier ou des personnes qui sont, ouais, c'est ça, qui sont experts d'un sujet particulier. Par exemple, sur un recueil de poèmes, on peut évidemment faire appel à
voilà, des illustrateurs qui sont eux spécialisés ou parce qu'ils ont une renommée. Donc on peut faire appel à des freelances, mais en tout cas en fixe, on est 5 personnes pour répondre à la question de Réjeanne. Et puis on a potentiellement voilà, une axe de, on va dire, un créneau de variation qui peut s'ouvrir. Un peu comme font les gros éditeurs. Aujourd'hui, un éditeur est souvent en freelance parmi le grand groupe. C'est-à-dire que voilà, il travaille sur un projet et puis après se retire. D'ailleurs, les éditeurs travaillent avec plusieurs grands groupes généralement. C'est un peu pareil pour le coup. Voilà pour. Je ne sais pas si la réponse est très claire, mais grosso modo 5 plus un X qu'on pourra définir ensemble en fonction de la qualité du projet. Voilà. Ok, alors moi personnellement j'ai compris, mais est-ce que ceux qui nous suivent, tout est clair? Est-ce que c'est ok pour vous? Faites des pouces, hein, des ok, des que, je sais pas, nous, oui, on a compris. Pourquoi, quelles sont les valeurs que doit porter un éditeur vis-à-vis de son auteur? Le respect, mais tu l'as dit déjà, le respect des termes du contrat, c'est-à-dire finalement respecter simplement l'écrit de l'auteur, respecter son aspect moral, son aspect patrimonial. Je fais une croix tout de suite sur le mot patrimonial parce que c'est parler des sujets qu'on n'a pas envie de, enfin, dont on n'a pas forcément envie de discuter là aujourd'hui. Parler des essais, d'ayant droit, je pense qu'on pourra passer à autre chose. Mais à minima, voilà, c'est le respect, c'est une relation humaine, c'est un partenariat, c'est une aventure qui est humaine. Bien sûr qu'elle est littéraire dans une trame de fond, bien sûr, mais elle est surtout humaine. Donc s'il n'y a pas de passion qui nous lie, déjà côté éditeur puis côté auteur, autant ne pas travailler sur un projet. Clairement. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, si on n'y voit qu'un côté financier, si on n'y voit qu'un côté, voilà, c'est pas intéressant. Ça part d'une vocation de donner vie à un écrit qui est resté sur Word. Enfin, nous on nous disait, elle écrit très bien sur le portable, que sur l'ordinateur, que sur un bout de papier. Bon, ben voilà, finalement c'est de donner vie à ces supports-là. Et l'idée c'est de toucher un maximum de lecteurs. Voilà, des gens qui vont critiquer ou pas, ça c'est pas trop le sujet. D'ailleurs, tant mieux si on a des critiques, mais de toucher des lecteurs. Pour faire un débat, pour échanger, pour mettre en relation l'auteur et ses lecteurs en direct, et nous, pour avoir une identité, une ADN, voilà, où on a une ligne éditoriale qui permet de nous faire connaître. Voilà, enfin, pour moi, c'est ça. Alors après, il y a bien sûr d'autres aventures littéraires. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu quelques retours de certains éditeurs, certaines aventures. C'est pas toujours si humain que ça. Mais voilà, le mot vraiment, le champ lexical de l'humain et du respect, je pense que c'est pas mal pour de l'aventure. Bon, ben, c'est génial. C'est réconfortant d'entendre de telles paroles. Juste, quelle est l'actualité de ta maison d'édition aujourd'hui? Bah, on en a une brûlante. On en a un peu parlé, mais est-ce que tu as des choses, des événements à venir? Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je disais, c'est que bon, on va faire le rebond Hachette, comme ça permettra de rappeler que grâce à Hachette, on est désormais disponible partout. Alors, non pas seulement en France, mais sur tout ce qui a une dimension francophone, mais également à l'étranger. Donc ça, c'est super important. Ce qui veut dire finalement que Paris n'est pas la France et la France n'est pas le monde. Donc, le catalogue Hello Édition, il est disponible partout. Ce qui veut dire que nous, dans les événements, dans les manifestations littéraires sur lesquelles nous, on sera présents, on va être présent là, alors, très prochainement, en fait. C'est-à-dire qu'on est présent au même moment, en même temps, puisque les équipes vont se scinder pour pouvoir animer les 4 coins de la France au même moment. Donc, on a des événements du côté de Mer-les-Bains, on a des événements du côté de Brie-sous-Forges, qui sont des petites régions d'Île-de-France. Puis, on a dans des événements, par exemple, comme je connais Nour, extrêmement proactive du côté de Montpellier, par exemple. Donc, voilà, on a des événements un peu partout. On va faire l'effort, bien sûr, de communiquer là-dessus. Très prochainement pour que vous puissiez nous retrouver, mais pas nous, retrouver nos auteurs. Ça, c'est super important. Des signatures et pouvoir justement créer un échange avec l'auteur, après ou avant, peu importe, mais en tout cas, donc un peu partout pour répondre à ta question, Pascal, un petit peu partout. Et je peut-être ajouterai un dernier point d'actualité, comme je vois que certains s'intéressent un petit peu aux actualités de l'édition. Il y a un organe qui est le Pass Culture, qui est quand même assez connu depuis un petit moment, qui permet en fait, lorsque l'élève, enfin le jeune adulte, à la majorité, à ses 18 ans, il débloque 300 € de chèque culture. 500 €, je crois. C'est 300 ou 500 €. 300 € je crois, si on en suit les... Bon, à vérifier, en tout cas, il alloue un budget, un petit porte-monnaie virtuel dédié à la culture, qui permet de faire rayonner le patrimoine français culturel. Donc ça peut être du livre, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être des musées, peu importe. Et finalement, pour faire marcher le Pass Culture, il faut aussi que les éditeurs, donc les titres qui sont assimilés, soient assujettis au Pass Culture. La belle nouvelle des éditions Hello est forcément pour le livre de... Voilà, je lis dans les commentaires 500 €, donc Pascal, mea culpa. Tant mieux, ce qui veut dire que tant mieux, on a un budget complémentaire pour
donc c'est tant mieux. C'est bien, J'aime pas. c'est très très bien. 500 euros, c'est un beau budget. C'est ça, c'est ça. Ouais, tu vois, je suis content d'avoir fait cette erreur-là. Donc, ce qui veut dire finalement que le catalogue, désormais des éditions Hello, donc forcément étroitement, je dirais, le livre de Nour, est assujetti, est éligible au Pass Culture Pro, puisqu'on est identifié comme un acteur de la culture en France. Donc, voilà, ne pas hésiter à vous rendre. Alors, je ne sais pas si on a des jeunes qui sont connectés ou si on a des professeurs des écoles, puisqu'il y a aussi un budget collectif. Ne pas hésiter justement à, auprès du libraire ou auprès d'un responsable de rayon culture, rayon libre, de financer le catalogue Hello Édition ou l'âme du luthier avec le Pass Culture, puisque c'est tout récent et on peut désormais le faire. Voilà, c'est vraiment, on va dire, 3 points d'actualité: achète le Pass Culture et puis les événements littéraires qui enfin repartent avec un peu de sérénité, puisque quoi qu'il arrive, on a l'impression que le Covid va falloir passer au-dessus. Donc on a là-dessus. En tout cas, franchement, le Pass Culture, c'est vraiment une excellente idée de l'associer avec les maisons d'édition parce que c'est essentiel de pouvoir ouvrir ça sur le Pass Culture. Oui, tout à fait. Et peut-être une nuance aussi, c'est de dire que, puisque forcément le site des éditions Hello permet l'achat en direct de certains livres, ne sont pas assimilés. Donc, en fait, on n'a pas le droit, nous, maison d'édition, de travailler en direct via le Pass Culture. Non, c'est les librairies. Tout à fait. Voilà, c'était juste pour la précision. C'était de dire qu'aujourd'hui, il n'est pas possible pour nous, en tant que maison d'édition, de travailler en dropship, c'est-à-dire en direct, avec nos lecteurs finaux via le Pass Culture. Il faudra quand même passer par un libraire. Donc, il y a du bon. Ça permet aussi de redorer un peu l'activité artisanale des librairies francophones qui sont un peu impactées en ce moment. Donc c'est très bien. Ouais. En tout cas, c'est bien d'avoir conventionné sur le Pass Culture par rapport à ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais voilà, il n'y a pas de petite précision. Si jamais certains se disaient, je vais aller commander l'âme du luthier sur le site des éditions Hello, c'est raté pour le Pass Culture, mais c'est pas grave. Il suffira d'y aller en librairie pour le faire. Ce sera aussi et très facile à réaliser. Question, est-ce que en projet de les faire mettre en livre de poche, certains livres? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, le livre de poche, c'est une question qui est super intéressante. Est-ce qu'on parle du livre de poche, c'est-à-dire le format poche, ou est-ce qu'on parle du livre de poche, c'est-à-dire les éditions de poche? Deux choses différentes. Voilà. Les deux. Donc, bah, on va dire historiquement, je crois que c'est en 80, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus, il faudrait regarder la date précise. Le livre de poche, il connaît un essor parce que c'est un petit format qui passe partout et qui, en approche économique prix, est intéressant. Donc, c'est pour ça que ça rayonne et aujourd'hui, ça fait quand même, les best-sellers sont aussi toujours convertis en format poche. Pour répondre à la question, aujourd'hui, le livre de Nour est un peu assimilé au format poche. C'est-à-dire qu'on a un format qui ressemble plus ou moins, qui est un petit peu plus large que le format poche. Donc, est-ce que c'est dans une actualité prochaine? Je ne sais pas. Par contre, une actualité pour parler du projet de Nour, c'est peut-être une traduction. Ah oui, voilà, j'allais te poser la question. Voilà. Sur une dimension déjà anglophone dans un premier moment. Et pourquoi pas, voilà, on parle de la Syrie. Est-ce que c'est pas une ouverture là-dessus? Nour, tu es bien sûr la seule décisionnaire de ce genre de projet. Ça peut être aussi une idée là-dessus. Donc voilà, pour répondre à la question, peut-être pas une conversion en livre de poche puisqu'on n'est pas habilité pour, mais en d'autres termes, peut-être une traduction. Là-dessus, ça aurait énormément de sens pour nous. Ah, c'est super. Ça serait vraiment, moi, c'est tout ce que je souhaite à Nour et aux éditions Hello. Voilà. Merci donc, beaucoup. est-ce que tu as déjà des traducteurs? Alors, traducteur syrien, il faudra chercher. Il faudra trouver là où les bonnes personnes pour piloter ce genre de projet-là. Alors, ça peut être nous, ça peut être nous dans un premier temps. Non, après, c'est vrai que si on va faire une traduction en anglais, là-dessus, on a beaucoup il y a des petites entités qui travaillent avec les maisons d'édition. Donc, c'est pas à exclure. Encore une fois, comme tout projet, ça nécessite un travail en amont de recherche et de sélectivité. Là-dessus, on n'y est pas. Donc, je ne vends pas la peau de l'ours avant même de l'avoir. Mais pourquoi pas aussi? Pourquoi pas étudier ce credo-là qui est extrêmement pertinent? Alors, parce que comme toi, tu as un rendez-vous à 15 heures, Guillaume, que ton temps est quand même précieux et que tu cours un petit peu partout en ce moment. Voilà. Est-ce que vous auriez des conseils pour les jeunes auteurs, Nour et Guillaume? Alors, je commence? Ok, ça marche.
Alors, des conseils pour les jeunes auteurs, c'est avant tout de se lancer, de n'avoir pas peur de se lancer, parce que comme tout dans la vie, c'est ce que j'ai dit, en fait, ce qui nous bloque souvent au quotidien, c'est la peur de ne pas réussir quelque chose, mais en fait, si on ne se lance pas, on ne le saura jamais. Donc déjà, de ne pas avoir peur de se lancer, d'y aller, de poursuivre ses rêves. Moi, c'est justement un des thèmes de mon roman, hein, la poursuite des rêves, c'est jusqu'à quel point est-ce que on est prêt à sacrifier certains aspects, soit familiaux, soit professionnels pour poursuivre ses rêves. Donc vraiment à appliquer. Et après, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler directement, mais Pascal, du coup, je t'ai rencontré grâce à un ami poète, Marcel, qui est poète et libraire donc sur Montpellier, que tu accompagnais justement, au quotidien dans son processus d'écriture. Et en fait, j'ai rencontré Pascal parce que j'avais eu plusieurs réponses positives d'autres maisons d'édition. Et je t'ai rencontré, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était parce que, effectivement, en termes de contrat et d'administratif, moi, j'y connaissais rien. Donc, c'est Marcel qui m'a parlé de Pascal en me disant, Pascal, c'est mon agent hein, au quotidien, donc elle est vraiment apte à étudier ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Pascal. Donc déjà, c'est très bien passé. Suite avec ce qu'on avait vu, on avait vu que le premier contrat qu'on m'avait proposé n'était pas très, pas très glorifiant. Et après, en fait, quand j'ai rencontré Pascal, je me suis dit, mais c'est génial parce que sans que toi tu m'en parles directement, mais ensuite j'en avais parlé à Marcel et c'est vrai qu'en fait d'avoir un accompagnement au quotidien, c'est vraiment très très bien parce que d'une part, Pascal, je ne la connaissais pas hein, donc au début. Donc ça a vraiment l'avantage, c'est que tu as été là pour relire mon roman de façon objective parce que souvent, quand on écrit quelque chose, on le fait lire autour de nous, hein, donc soit la famille, soit des amis, mais qui n'ont pas forcément un avis complètement objectif et donc ce n'est pas aussi forcément leur métier. Donc déjà, tu m'as apporté énormément pour l'écriture et la relecture au quotidien, en me donnant des conseils, en m'accompagnant pour… Oui. Non, mais c'était que du positif et c'est des choses qu'on apprend, notamment par exemple des conseils vraiment précieux que Pascal m'a donné que je souhaite retransmettre parce que moi vraiment, c'est en fait de quand on se relit, c'est de se relire à voix haute. C'est vrai que ça peut sembler évident comme ça, mais moi, ça m'a pas du tout semblé évident lorsque j'ai relu le roman. Parce que ce qui peut vous sembler vraiment très bien passé quand on le lit dans sa tête, en fait, quand on le lit à voix haute, ça va pas être forcément la même chose. J'avais l'habitude pour la poésie de faire ça, mais c'est vrai que pour le roman, j'avais pas du tout cette habitude-là. Et là, quand on relit, on se rend compte qu'il y a des passages qui sont trop lourds, d'autres un peu trop longs, d'autres au contraire qui seraient plus intéressants de développer. Donc voilà, donc comme conseil vraiment, c'est de poursuivre ses rêves, de ne pas hésiter à se faire accompagner si c'est vraiment, quelque chose qui nous tient à cœur, de ne pas hésiter de mettre les moyens pour se faire accompagner. Et voilà, moi, c'est les deux principaux conseils que je peux donner. Voilà. Moi, l'objectif, quand j'ai créé ça, c'est un peu de livrer, un peu comme la cigogne, de livrer le bébé à l'éditeur. Et après, l'éditeur, il fait le reste. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Voilà, papa. Non, c'est vrai. Alors, moi, je vais juste rajouter un mot, mais cette fois-ci, on va dire sur une partie peut-être plus éditeur, Ouais. pour bien sûr inciter toujours à envoyer. En fait, idéalement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le métier de l'édition, c'est un métier de subjectivité vraiment pure. C'est impossible. Aujourd'hui, demain, on peut lire un livre, l'aimer, et un autre va le détester. Donc, c'est vraiment un métier qui est très subjectif. Donc, il est important de faire, c'est qu'une fois qu'on a écrit son texte, qu'on a travaillé avec des gens qui sont super pour du conseil, hashtag Pascal, dans ce genre d'événement, il faut aller jusqu'au bout, il faut l'envoyer à la maison d'édition. Il faut l'envoyer dans des maisons d'édition pour avoir un critère d'évaluation. C'est super important. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Le dépôt d'un manuscrit est gratuit. Vous le protégez en amont, surtout, ça c'est super important. Protégez vos droits, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc sur le site des éditions Hello, j'ai fait un article si vous voulez aller voir pour protéger gratuitement vos droits, quelques techniques pour le faire. Mais voilà, l'idée c'est de se dire… Il y a plein de choses, il y a l'envoyer en recommandé, enfin bon, voilà. Il y a une façon qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, si la question se posait, je ne sais pas si ça intéresse ceux qui me suivent, mais il y a 3-4 façons de le faire. Alors, il y a des façons très traditionnelles, c'est d'aller voir le notaire, et puis à ce moment-là, de lui demander qu'il fasse une attestation. Mais ça, je veux dire, c'est un peu ancien, et puis c'est pas forcément très pratique. Même le notaire va être surpris par la demande. Et puis, c'est pas le notaire, hein? Et puis, c'est surtout ça.
Sinon, comme tu le dis très justement, tu as une première option sur le site de l'IMPI, hein, qui est dédié à la propriété intellectuelle. eSolo. Sur la première page du site, on trouve comment protéger un texte ou breveter une idée. Donc ça, c'est assez simple. Et puis sinon, il y a une façon, comme je dis moi, j'aime le rappeler, c'est vous envoyez à vous-même le propre manuscrit en lettres recommandées, et puis vous n'ouvrez jamais ce recommandé-là. Ça pourra attester foi, et c'est une façon gratuite, ou en tout cas pour 5-6 euros, ça dépend du poids du manuscrit, mais voilà, de le protéger. Vous avez aussi la SGDL, la Société des gens de lettres, qui pour 45 euros permet de protéger pendant, je crois, 4 ans le manuscrit. Vous avez un numéro de dépôt qui vous protège. C'est des petites choses à faire avant d'envoyer le texte. Et pour en revenir vraiment au conseil qu'on peut donner, c'est de dire, une fois qu'il est protégé, envoyez le texte. Vous allez avoir des critères d'évaluation, vous allez avoir des grilles de lecture qui vont peut-être vous être remises. On va peut-être pas vous aimer dans la lecture, mais on va vous dire pourquoi. Ça sera irrigué sur des axes de critique qui sont bien, bien clairs. Donc, l'idée, c'est de se dire, allez vous faire tester, allez vous faire évaluer. Ça coûte rien, c'est gratuit. Alors, se faire tester, oui. Hein. Voilà, pour le moment, le manuscrit. Pas contre le Covid. Voilà, vous le gardez entre les mains, pas la peine d'essayer de le mettre dans le nez, ça passera pas. Non, voilà, mais en tout cas, voilà, allez franchement vous faire tester auprès d'un éditeur, c'est différent. Voilà, pas auprès de votre pharmacie, ça sert à rien. Voilà. C'est plus simple aussi. Non, mais voilà, en tout cas, on est très incitatif et on a tendance à vraiment dire qu'aujourd'hui, à quel moment vous pouvez juger vous-même votre manuscrit. Vous avez des bêta-lecteurs qui, du coup, donnent du sens aussi à la critique et vont vous aider à travailler tout ça. Quoi qu'il en soit, envoyez déjà à l'éditeur, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Si demain vous avez une bonne nouvelle, tant mieux. Si c'en est une mauvaise, c'est pas grave, on se remet à travailler dessus. Bon, ben voilà. Donc, allez-y. C'est encore gratuit le dépôt de manuscrit, donc faut y aller. Je prends juste une question à la volée parce que du coup, elle s'inscrit dans ce qu'on est en train de discuter. Est-ce qu'on préfère nous les manuscrits papier ou numérique? Oui. Alors, lorsqu'on reçoit un dépôt de manuscrit, on le préfère de façon numérique. Ah, on t'a perdu. Ah, Guillaume revient. Nous, tu captes? Oui, moi c'est bon, je capte, ouais. Guillaume? Ah, dommage, c'est important là ce qui. Ah, c'est pour créer du suspense, on va le retrouver. Donc, je pense qu'ils préfèrent en PDF, oui, déjà. Disais, de format numérique. Le respect de la nature, l'environnement. Et donc, j'espère que Guillaume va nous rejoindre. Oh, c'est vraiment dommage. Hop. Ah, ben mince, alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Bon, eh ben, Guillaume, si tu souhaites, voilà, Guillaume, il va revenir. Il est en train de revenir, Guillaume. Reviens-nous. Voilà. Ah, il y a d'autres questions que je vois au passage. Je profite pour répondre. Quand sortira le livre? Donc, en fait, le livre, il sort la semaine prochaine, hein, vendredi prochain, le vendredi 28 janvier. Là, déjà, vous pouvez le précommander sur le site de Hello Édition. Et à partir du 28 janvier, il sera disponible. Voilà. Alors, Guillaume, du coup, tu as été... Voilà. Ah, c'est bon. Pour le PDF? Ouais, donc pardon, j'ai été coupé. Non, je disais que, si vous voulez, pour recevoir le manuscrit, on préfère le PDF. Non pas qu'on soit dans une dimension... sans parler d'écologie, c'est quand même plus intéressant parce qu'il faut partir dans l'idée qu'il va quand même être lu par 3-4 lecteurs. Donc, il va être imprimé 3-4 fois. Donc, le PDF est quand même plus agréable qu'un envoi papier. Ça, c'est pour l'étude du manuscrit. Et puis, on a des liseuses qui peuvent s'adapter au PDF. Donc, en 2 temps 3 mouvements, on peut le faire. Et puis, dans un autre côté, une fois que le livre il est publié, est-ce qu'on préfère, nous, le papier qu'au numérique? Alors, la réponse, elle est simple. La réponse est oui. On préfère le papier au numérique. Maintenant, le numérique, c'est peut-être 18 à 19% des parts de marché, indiquait le syndicat national de l'édition. Donc, c'est se dire qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas se fermer des portes. Donc, bien sûr qu'on travaille avec un format numérique, un format e-pub que vous retrouvez sur les plateformes dédiées. Mais bien sûr, le format papier qui reste le traditionnel et qui reste peut-être le plus charmeur, en fait, dans les goûts de littérature. Bon, on travaille avec Sur le format e-book, c'est plutôt Kobo ou plutôt liseuse Amazon? Alors moi, j'ai la chance, du coup, grâce au partenariat Hachette désormais, de pouvoir être présent sur tous les formats. Puisque Hachette s'occupe naturellement de cette opération de cette opération-là. Donc, pour répondre à ta question, bon, moi, c'est pas le parfait exemple, puisqu'on a un éditeur accompagné par Hachette désormais. Mais voilà.
Alors, Bon, il y a d'autres questions. L'âne du luthier sera-t-il également au format numérique? Donc oui, également, c'est prévu, hein, Guillaume. Oui, c'est ça. Après, Voilà. ça, donc a priori, à compter donc du délai de 60 jours, donc début mars, a priori, c'est ça? Absolument. Ouais, bah, c'est exactement ça, parce que du coup, juste pour la répétition fait la notion, et voilà, donc je me permets de répéter ça. C'est très juste, donc c'est dans 60 jours, le contrat achète est effectif. Donc à ce moment-là, tous les titres du catalogue seront et en numérique et en papier, disponibles partout. Donc il faut attendre ce délai de carence-là, si vous voulez. Quel est le délai de réponse du comité de lecture de la part de Ilikun? C'est une très bonne question aussi. Ça dépend du genre, ça dépend de ce qu'on a envie d'éditer, de ce qu'on recherche nous. En ce moment, pour répondre et pour faire aussi un appel à texte en direct auprès de ceux qui nous écoutent, on recherche activement du jeunesse, du recueil de poèmes et surtout du polar et du thriller. On n'en a quasiment pas. Donc, si vous avez l'un de ces genres-là, ça peut extrêmement nous intéresser. Donc, vous aurez un retour du comité de lecture sous 2 à 3 semaines. Par contre, si c'est de la littérature générale, de la romance ou de la comédie ou ce genre de choses, bah là, vous partez plutôt sur un délai de 3 à 6 mois. Ça, plus ou moins, hein. Voilà. Alors, par exemple, s'il y a un auteur qui vous envoie à la maison d'édition un manuscrit, qui n'a pas forcément un lien avec l'appel à texte du moment, qui vous intéresse, évidemment que vous le mettez de côté et on part sur un projet. Ouais, en fait, tout ce qui est candidature spontanée, en fait, dépôt de manuscrit spontané qui rentre pas dans un champ d'appel ou voilà, il est non, en fait, il se met, il prend son ticket, il fait la queue dans les prochains manuscrits à étudier. Donc nous, je sais pas si ça se voit, mais on a des piles à lire qui s'empilent, grosso modo. Et puis, bah, il fait la queue et à ce moment-là, on le lit. Grosso modo, c'est comme ça. Donc, on est toujours ouvert à de l'appel à texte puisque quotidiennement, on doit enrichir nos collections. Nous, enfin, on travaille avec des contrats qui sont établis sur 2 ans. Oui. C'est-à-dire que finalement, au bout de 2 ans, il faut tout de suite assurer une rotation du catalogue. Donc finalement, je me souviens l'avoir écrit. Moi, je pense que le best-seller de dans 10 ans n'a toujours pas une première ligne d'écrit enfin, qui a été posée sur le papier. J'en suis assez convaincu. Et je me dis que le best-seller dans 2 ans, il a toujours pas trouvé son éditeur. Voilà. Donc voilà. Pour répondre à la question, oui, on peut nous envoyer toute l'année des manuscrits. Ils seront juste étudiés dans un délai beaucoup plus long, par contre. Bon, bah, écoute, c'est parfait, hein. Je pense que tu as répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part quel âge young adulte Bah, de la part Non, de on dit- Brigitte Prado? Oui, oui, c'est une bonne question. Le Young Adult est peut-être la collection qui a le vent en poupe en ce moment. Qui dit Young Adult dit que c'est très codé. Il faut aller taper Young Adult sur Internet et suivre les codes du Young Adult. C'est comme la nouvelle. On ne peut pas s'improviser une nouvelliste. La nouvelle est très codée aussi, hein. C'est maximum 3 personnages, c'est une intrigue, c'est un rebondissement. Donc, il faut bien regarder tout ça avant de nous envoyer le manuscrit. Et quand je parle de jeunesse, c'est bien sûr le Young Adult, puisqu'on n'en a quasiment pas. Et c'est, on va dire, petite jeunesse, jeune enfance, jusqu'à justement le 18-20 ans du young adulte habituel. Alors, à la question, quelle est la ligne éditoriale des éditions Hello? Donc, je vous invite à aller sur le site de Hello Édition. C'est Internet Hello Édition, hein. Voilà, on tape, on trouve. J'invite les gens d'ailleurs à vous suivre sur Instagram, puisque vous publiez énormément sur votre actualité, et sur Facebook également. Tout à fait, voilà. Et puis un élément de réponse sur ça, la ligne éditoriale, parce qu'on est très éclectique, parce qu'on aime toucher à tout, parce qu'on a envie demain de découvrir de nouveaux projets. Il n'y a pas de ligne éditoriale. Alors, par collection, bien sûr qu'on a un fil conducteur de la collection. Vous regarderez ça sur le site. 8 collections identifiées par des codes couleurs. Ce sera aussi l'occasion de découvrir quelle couleur va à quel style littéraire. Ce sera voilà, un côté un peu sympa si vous avez une après-midi disponible, ou en tout cas 10 minutes pour le faire. Une belle aventure. Eh bien, en tout cas, moi, je tenais à vous remercier tous les deux d'avoir accepté ce live d'auteur aujourd'hui avec cette rencontre autour de cette passion commune qui est l'écriture. Et donc, Guillaume, est-ce que tu viens à Montpellier pour la sortie du livre de Nour? Aujourd'hui, l'élément de réponse serait de dire que non, je ne pourrais venir. Maintenant, je me dis que la vie est peut-être trop courte et de rater un événement comme ça, c'est pas dans mon planning non plus. Donc, je peux très rapidement changer d'avis. Aujourd'hui, je suis entre le oui et le non. Et je suis quelqu'un qui généralement essaie d'être là dans chaque événement. Donc, la réponse normalement est oui, à confirmer.
affaire à suivre sur ce plan-là. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Pascal, pour ce moment-là, parce que ça permet, c'est vrai, d'échanger. Et puis, c'était super, franchement. Après, bon, je pense que personnellement, moi, je te recontacterai pour en off, hein, pour d'autres points abordés au niveau de l'écriture, etc. Et si j'ai des auteurs qui peut-être peuvent se matcher avec ta maison d'édition, ben, pourquoi pas te les présenter. Et ben, en tout cas, merci à tous les deux, c'était vraiment super. Et je t'embrasse et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes celles qui nous regarderont en replay, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent en replay parce que ben, malheureusement, le samedi, il y a des gens qui travaillent. Et donc, toutes les pensées à ceux qui travaillent dur aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt et on essaiera de refaire un live à la rigueur. Si tu as un auteur que tu souhaites me présenter, tu peux faire un live, mais pourquoi pas. Avec grand plaisir. Et je crois que nous aura aussi un deuxième projet en cours. Ce pourrait être l'idée de reconduire ce moment de partage. Nour est une usine à projet. C'est ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je voulais juste rappeler aux gens, parce que j'ai vu il y avait des questions qui passaient, donc que le roman sort la semaine prochaine, le vendredi 28 janvier. Il est encore disponible en précommande sur le site de Hello Édition. Et après, même durant la sortie, vous pouvez directement le commander sur le site de Hello Édition. Donc, au format numérique à partir du 1er mars, en librairie aussi à partir du 1er mars, du coup. Mais il est quand même accessible sur le site. Voilà. Toujours un petit cadeau personnalisé qui accompagne l'envoi. C'est aussi rappeler le fait de pouvoir gérer ça en interne, c'est de pouvoir accompagner chaque lecture d'un petit cadeau qui sera personnalisé. Donc, n'hésitez pas, allez-y sans modération. N'hésitez surtout pas à visiter les étages de la librairie. Il y en a plusieurs. Arrêtez-vous quand… Voilà. C'est toujours dans ce caractère. Voilà. Il y avait une question de dernière minute qui est apparue. C'est est-ce que vous refusez des manuscrits? J'imagine que oui. Malheureusement, oui. On en refuse beaucoup plus qu'on en accepte. Sinon, il y aurait un sujet dans l'équation. Oui, on en refuse. Et d'ailleurs, le refus, tristement, je dois dire qu'il n'est pas du tout accompagné d'une critique quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on conformise tout ça et on envoie simplement un mail de refus. Parce que ça prendrait trop de temps de mettre d'expliquer pourquoi et de motiver en fait pourquoi on n'accepte pas le manuscrit. Donc, de façon assez simple, on conformise un retour. Et oui, la réponse est oui, malheureusement, peut-être beaucoup trop de manuscrits sont refusés. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de nous appeler. On a un numéro de téléphone qui est toujours joignable. Il ne faut pas hésiter à contacter les équipes pour poser des questions sur le projet. Pourquoi il n'a pas été retenu? Parce qu'à ce moment-là, effectivement, on peut se rapprocher. On a des fois des grilles de lecture sur lesquelles on peut mettre la main pour accompagner le retour. Et puis surtout, de donner, nous, les critères d'analyse du comité de lecture. Ce qui est totalement différent, puisque nous, on les irrigue autour de 3 grands axes. Et ça permet de voir dans chaque axe comment le travailler et des petits conseils pratiques qui permettent du coup de peut-être être plus séduisant vis-à-vis d'un éditeur. Eh bien, parfait. Encore merci pour cette réponse. Je crois qu'il est 15 heures et que tu dois courir à un rendez-vous, Guillaume. Écoute, j'ai été coupé par un appel qui me rappelait le rendez-vous. Voilà pour la petite précision. Donc, effectivement, j'ai pu m'écarter et dire que j'arrivais avec un peu de retard. On remarque le samedi, tout est pardonnable. Donc voilà. Bon, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Très, très vite. Je vous embrasse et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, suivis, qui ont posé des questions et participé. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Nour, de la maison d'édition et d'édition. Et je vous embrasse tous et je vous remercie pour nous avoir suivis. À bientôt pour le prochain live. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.